Salut les terriens, je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Hubert Reeves. Bonsoir. Bonsoir. Alors Hubert Reeves, vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que oui ou non, c'est vous aussi qui faites le Père Noël devant les Galeries Lafayette? À l'occasion, à l'occasion. Alors Hubert, en P1, nous serons tous les deux, nous parlerons de vous, de vos origines, de votre parcours, de votre œuvre, de vos prix. Et vous nous direz, en tant qu'astrophysicien, comment vous trouvez Miss Univers. Ça va? Pas mal. Pas mal. Et puis vous nous parlerez de votre dernier livre, publié au Seuil, L'univers expliqué à mes petits-enfants. Voilà. C'est vrai que vos petits-enfants vous ont demandé d'où venaient les Pokémon? Du Japon. Ah, du Japon. C'est d'origine japonaise. Hubert Reeves, il a réponse à tout. En P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Benoît Apparu, secrétaire d'État au logement, qui nous dira qu'aujourd'hui, c'est plus facile de rester ministre que de trouver à se loger à Paris. Toujours en P2, nous accueillerons Louis Bertignac, qui sera avec nous pour la sortie de Grizzly, son nouvel album. Et la question que je lui poserai sera évidemment, comment va Carla? Voilà, en P3, après le zapping et Guillaume, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Philippe Vigan, pour son livre Témoignages, Légumes verts, aux éditions Anne Carrière, où il raconte comment, paralysé des pieds à la tête, il a appris à s'exprimer par des battements de paupières. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Hubert Reeves, rebonsoir. En vous voyant, je suis toujours demandé si votre look Léonard de Vinci, chauve, barbe blanche, tout ça, c'est du marketing ou c'est juste une coïncidence? Ça, je ne connais pas la réponse. Ah bon? Alors, vous êtes l'astrophysicien le plus célèbre du monde, grand vulgarisateur du cosmos et de ses mystères, lauréat d'une multitude de prix scientifiques, auteur de nombreux ouvrages. Vous avez été conseiller à la NASA, directeur de recherche au CNRS, et vous êtes président de la Ligue ROC pour la préservation de la biodiversité. Concernant la Terre, vous ne pensez pas que ça serait plus facile de trouver une autre planète que de sauver celle-là? Alors, si on allait sur une autre planète, on risque de reproduire le même comportement qu'ici et d'avoir les mêmes problèmes. Si on n'a pas appris à les régler ici, ça va être pareil ailleurs. Too bad. Le plus incroyable dans votre curriculum vitae, c'est qu'un astéroïde, le 1993 SL6, porte désormais votre nom. Un big up. Hubert Reeves a un astéroïde à son nom. Ah, avec les filles, c'est super parce que vous dites, tu vois, poupée, là, cette étoile, c'est la mienne. Oui. Malheureusement, il n'est pas visible à l'œil nu. Aïe, ah bon? Oh. Il faut un télescope puissant. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous êtes né le 13 juillet 1932 à Montréal. Votre père, représentant en chaussures, mais pas très VRP. C'est un homme froid, distant, obstiné, courageux. Oui. Et il avait une philosophie de la vie très dure. Il disait, c'est quand on affronte la difficulté qu'on sait ce que l'on vaut. Ah, vous savez tout, vous. Ouais. When the going gets tough, the tough gets going. C'est ça. Hein? C'est ça. C'était sa grande qualité que j'apprécie beaucoup. Il rentrait souvent le soir sans avoir rien vendu. Il était un peu fermé. Il n'avait pas beaucoup de contact avec ses enfants. Hein. Et où est-ce que vous avez appris tout ça? Je sais tout, Hubert. C'est vrai? C'est vrai, c'est tout à fait correct. Alors, votre mère s'appelait Manon Beaupré. Voilà. Elle avait le sourire de la Joconde, ce qui s'explique quand on voit à quel point vous ressemblez à Léonard de Vinci. Ben oui, ça va de soi. C'est pas par hasard. C'est quoi ce sourire? C'est un sourire qui paraît accueillant, mais quand vous approchez, vous le sentez froid. Et entre votre père et votre mère, Oui, c'était... C'est difficile, hein? Oui. En plus, elle était très catholique, très bigote. Oui, tout à fait. Les indulgences, les vendredis du mois, les neuvaines, tout ça, c'était... Alors, à 8 ans, vous êtes mis au collège avec vos frères. Alors, c'est un gros sacrifice financier pour vos parents qui ne sont pas très aisés. Oui. Nous, on n'a pas beaucoup d'argent, disait ma mère, mais on vous donnera en héritage de l'instruction. J'apprécie ça au plus haut point. Bien sûr, la preuve. Alors, heureusement, dans cette vie un petit peu triste quand même, un peu morne, il y a les vacances à Espérance, sur le lac Saint-Louis.
Alors là, votre père vous amène voir la voûte céleste. La nuit, il nous amenait, il nous montrait les étoiles, les constellations, il nous racontait des histoires. C'était passionnant. Et il vous offre les 12 volumes de l'encyclopédie de la jeunesse, et tout ça forme évidemment votre curiosité. Ouais. Alors, pendant ces séjours d'été, il y a aussi votre grand-mère, Charlotte, qui est une extraordinaire conteuse et qui vous apprend à broder, à bien raconter les histoires. Quoi. Oui, puis à les aligner, à les enfiler les unes dans les autres, à les mélanger, à faire... Oui, oui, elle était... tous les enfants du village répliquaient quand elle racontait, on sortait les chaises, elle pouvait parler des heures de temps, elle nous fascinait. Mais surtout, à Espérance, il y a un moine trappiste qui s'appelle Louis-Marie, professeur de génétique et de botanique. Et là, quand il arrive, votre mère s'illumine. En fait, ce Louis-Marie et votre mère étaient fiancés avant la Première Guerre. Et lui est rentré à la trappe pour éviter d'aller combattre, en fait. Voilà, sa mère lui a dit, tu es mieux là que dans le chemin des dames. Le problème, c'est qu'au monastère, ce Louis-Marie a rencontré la vocation. Voilà. Et Malbrook ne revient pas. Voilà. Votre mère l'a attendu pendant 8 ans et elle a fini par épouser votre père, qui était très insistant d'ailleurs. Voilà. C'est très romanesque. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, vous lui ressemblez à Louis-Marie, d'abord physiquement, mais aussi par votre goût pour les sciences. C'est ce que je lui dois. Et vous vous êtes longtemps demandé si le moine n'était pas votre père. Ben, c'est une question qu'évidemment mes frères, mes cousines me taquinaient autour de cette question. Ouais. Alors, quand vous demanderez ça à votre mère sur son lit de mort, elle niera quand même. Hein? Oui, elle a nié, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Si elle avait promis jamais, je ne le dirais, elle était dans une situation délicate. Mais moi, dans le fond, ça m'est relativement égal. C'est pas pour moi un grand problème. Ce que je tiens de lui, c'est ce goût de la science, ce goût de la connaissance. Ce que je tiens de mon père, c'est justement son courage, sa façon d'affronter les difficultés en disant non. Vous savez, à la Churchill, c'est tape du pied par terre, c'est non. Ça, j'admire les gens qui sont comme ça, qui ne cèdent pas. Ce qu'on peut dire, ce qui vous concerne, on n'est pas très sûr de ce qui s'est passé au moment du Big Bang. Ben voilà, exactement. Alors, vos études ne sont pas brillantes, vos notes sont même lamentables, et le déclic surviendra lorsque vous devrez trouver à quelle distance placer 2 lentilles dans un télescope pour discerner les astres avec netteté. Et quand vous vous rendez compte que ça dépend d'une simple formule algébrique, alors là, vous êtes fasciné. Ah, j'étais émerveillé de la puissance de l'esprit humain. C'est ça qui me fascine. Ça vous donne le vertige, quoi. Ça me donne le vertige, oui. Et je me dis, ah ben ça, c'est un bon métier. Moi, j'ai envie de faire ça. Alors, de vos 2 passions, les sciences et les mathématiques, vous ferez une combinaison avec la physique, l'astrophysique, bac, maîtrise, doctorat en astrophysique nucléaire, Cornell, et là, vous rentrez à la NASA, quand même. Oui. Je rentre comme professeur pour former de futurs professeurs pour les grandes universités américaines dans le domaine de l'espace. Alors là, c'est la belle vie, là. Vous avez un Boeing. Là, c'est la belle vie. On avait un Boeing à notre disposition. On amenait les étudiants faire le tour des points de la NASA au Cap Canaveral pour voir un lancement en Californie. Palo Alto. Oui, ben voilà. Et puis JPL, tout ça, c'était vraiment la période faste de la NASA. Et là, au moment où vous êtes un petit peu lassé du système nord-américain qui est publie ou périt, c'est-à-dire publish or perish, vous partez en Europe. Oui, j'ai une invitation pour venir enseigner à l'Université libre de Bruxelles et je saute dessus. Vous savez, tous les francophones hors hexagone ont un rêve, c'est de venir en France, de venir à Paris. Ils ont lu Victor Hugo, Zola, et pour eux, c'est un pays mythique, mais c'est un pays qui existe. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez à la place de la Concorde, un peu partout. C'est quelque chose comme un rêve qu'on arrive à réaliser. Là, vous quittez le Québec 3 ans avant la naissance de Céline Dion. C'est un hasard ou... Ça, je n'en sais rien. Coup de bol. Alors, vous devenez directeur de recherche au CNRS. Et là, vous qui avez toujours eu la passion de raconter, de transmettre, vous allez publier votre premier livre, mais c'est pas facile. 30 maisons d'édition ont refusé votre... le refusent en me disant l'astronomie, ça n'intéresse personne. Alors, je le remets dans le tiroir en disant s'ils n'en veulent pas, tant pis. Et c'est là que je rencontre Jean-Marc Lévy-Leblond, directeur au Seuil, qui me dit « Écoute, si tu as quelque chose à publier, ça m'intéresse. » Voilà. Alors lui, il pense qu'il va en vendre 3000. Vous en vendez 600 000. Oui, c'est plus même. Même plus.
Et puis, en mémoire des nuits à observer la voûte céleste au lac Saint-Louis, vous cofondez pour la télévision La Nuit des Étoiles. Chaque année est un événement formidable, une grande poésie. Hein. C'est ça, on s'amusait beaucoup toute l'année avec Claude Sérillon, Mario-Odile Monchicourt. Il y avait une bonne ambiance, grand moment. Sympathique. La Nuit des Étoiles. Alors Hubert, votre dernier livre publié, c'est L'univers expliqué à mes petits-enfants, paru aux éditions du Seuil. Oui. Ce livre est né de conversations avec votre petite fille certains soirs d'été. Vous dites que c'est une sorte de testament spirituel. Oui, je le voyais un peu comme ça. Qu'est-ce que je dirais à mes enfants, à mes petits-enfants, pour qu'ils continuent à essayer de faire connaître les découvertes scientifiques à tous ceux qui s'y intéressent. C'est très intéressant. On apprend que le Soleil, en fait, est une bombe atomique autocontrôlée. C'est exactement la fusion contrôlée, ce qu'on espère faire à ITER. On ne sait pas si on va y arriver, mais le Soleil y arrive très bien. Vous parlez des trous noirs, vous parlez des multivers, etc. Voilà. Mais ce qui est très étonnant dans votre bouquin, c'est que souvent vous répondez « je ne sais pas », en fait. Oui, ça, c'était important pour moi de faire passer ce message qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et j'insiste aussi beaucoup sur le fait qu'elle pose des questions, qu'elle réagisse, la petite fille à laquelle je parle, pour développer chez les enfants une sorte d'indépendance, de sens du doute. Je ne vais pas croire ce que tu me dis simplement parce que c'est toi qui me le dis. C'est un des buts de ce livre, de développer l'indépendance d'esprit chez les jeunes. Il n'y a qu'un truc que vous ne dites pas, c'est ça marche quand on voit une étoile filante et qu'on fait un vœu. Ça marche? Ça, j'aimerais bien. Nous sommes toujours en compagnie de Hubert Reeves. Et nous accueillons Benoît Apparu et Louis Bertignac. Alors, Benoît Apparu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État au logement et à l'urbanisme. Vous avez 41 ans, mais 38 selon la loi Carrez. Hein, De toute façon, la loi Carrez, c'est moins d'1m80, donc quoi qu'il arrive, je suis toujours en dessous du Carrez. Le problème, Benoît Apparu, soyons clairs, c'est que personne ne vous connaît. C'est incroyable. Mais non, mais c'est vrai, Parfois, des fois, on vous demande qui est le ministre du Logement, vous vous en souvenez plus, même vous, non? Non, moi ça va, je le retiens. Vous, ça va, bon, d'accord. Mais je compte sur vous ce soir. Hein. Je vais faire votre promo. Pourtant, Benoît Apparu au RPR en 1996. Pourtant, Benoît Apparu comme député en 2007. Pourtant, Benoît Apparu comme ministre en 2009. En plus, celle-là, on ne me l'a jamais faite. Innovation dans l'humour extraordinaire. Je suis sûr, oui. Non, mais c'est pour vous aider que je fais ça, moi. Benoît Apparu. Alors, question logement, vous dites, j'habite dans un 35 mètres carrés dans le 11e et je gagne 10 000 € par mois. Comment voulez-vous qu'un couple de jeunes profs puisse devenir locataire à Paris? Propriétaire, en l'occurrence, mais c'est à peu près le même sujet. Jeune fonctionnaire, 30 ans, chacun gagne 1 500, 1 600 € par mois, à 2 3 002. Ils sont incapables de se loger à Paris en première couronne. Ils peuvent se loger partout en France ailleurs, mais à Paris, c'est impossible. Et donc, il y a une seule solution, il faut construire des logements sur Paris et la première couronne, en Île-de-France, pour pouvoir faire baisser les prix. C'est la seule solution que nous avons. Alors, il y a 3,5 millions de mal logés en France, plus ceux dont Valérie Damido a refait l'appartement. Ça veut dire que ça galère pas mal, hein, ça fait du monde, oui. Alors, même le prix des cartons de SDF a augmenté de 30% cette année, donc c'est absolument... On a l'impression que Decathlon fait plus que l'État pour les mal logés, des fois, non? Alors, Sarkozy avait promis que d'ici 2 ans, il n'y aurait plus de SDF. Il n'avait pas voulu dire ISF? Non. Non, il avait bien... C'était bon acronyme, c'était bien SDF. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas tout à fait dit ça. Toute personne qui vit à la rue ne doit pas être obligée d'y rester. C'est-à-dire qu'il faut proposer à toute personne qui veut sortir de la rue un logement ou un hébergement. La vraie difficulté que nous avons, et tous ceux qui font des maraudes la nuit, c'est-à-dire avec des petites camionnettes, qui vont à la rencontre des sans-abri pour essayer de les sortir, savent une chose qui est la plus difficile, c'est qu'il y a malheureusement beaucoup de sans-abri qui ont développé quasiment un sentiment d'appartenance, de propriété de la rue et qui veulent y rester. On a énormément de mal à les sortir de la rue, à les accompagner vers d'autres, vers des établissements spécialisés, pour les accueillir, les prendre en charge, les insérer et donc les ramener à une vie normale. D'accord. Concernant le débat sur la laïcité, vous avez déclaré vouloir faciliter la construction de mosquées avec l'aide de l'État, après modification évidemment de la loi de 1905. Vous êtes sûr d'être dans la ligne du parti, là, Benoît? Je ne suis pas sûr d'être tout à fait dans la ligne du parti, mais c'est un raisonnement qui est purement pragmatique. Il y a de l'islam des caves, il y a l'islam de la rue. On veut ni l'un ni l'autre dans un pays laïque. Pour qu'il n'y ait ni d'islam des caves, ni d'islam de la rue, il faut des mosquées. Avec ou sans l'aide de l'État, peu importe, c'est pas le sujet. C'est de se dire, il faut faciliter la construction de mosquées si on veut éviter l'autre.
Oui, mais l'UMP, ils vont vouloir des mosquées avec un clocher, une croix au-dessus de la porte, non? Non, je crois pas. Je crois pas. Vous n'êtes pas sur la ligne dure à l'UMP, vous, non? Vous êtes plutôt Juppé, bon, voilà. Vous, non? J'ai toujours été effectivement un proche et un fidèle de Juppé. Oui, ça se voit. J'ai un peu plus de cheveux quand même. Oui, c'est pas dur. Alors, Louis Bertignac, rebonsoir. Bonsoir. Alors, avant de commencer, juste pour savoir, vous préférez qu'on évite de parler de Carla Bruni ou vous préférez qu'on évite de parler de la reformation de téléphone? Ouais, les deux. Les deux. Non, mais on sait que Carla ne coupe jamais complètement les ponts avec ses ex. Il y a 2 ans, vous avez été invité à passer 4-5 jours au Cap-Nègre et vous avez déclaré, hormis les sentiments politiques, son mec a vraiment été charmant avec moi. Il vous a proposé un ministère. Ah non, pitié. Non. Non, j'aime pas la politique, mais je suis content de faire de la musique. Mais ceci dit, ils ont été très gentils tous les deux. J'étais assez déprimé, ils m'ont remonté le moral, ils m'ont presque forcé à faire de la gymnastique. Oh, c'est bien. Alors, vous avez produit le premier album de Carla Bruni avec le succès que l'on sait. Pour son nouvel album, vous avez refusé de travailler avec elle. Vous dites c'est pas pareil de produire l'album d'une vieille copine. Je sais pas si vieille, ça lui fera plaisir, mais et celui d'une femme de président. Et vous feriez pareil même si elle était Madame François Hollande. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. La politique, c'est vraiment pas mon histoire, c'est vraiment pas mon truc. Je comprends qu'il faille des politiciens, mais je suis content d'être loin de tout ça. Et je tiens à le rester. Ouais. Vous avez peur d'être catalogué UMP, non? Entre autres. Oui. Ou PC, ou n'importe. Oui, pas être catalogué, tout court. Oui. Mais vous dites, avant d'être première dame de France, en fait, la politique, elle s'en fichait royalement. Je ne sais pas si elle était de gauche. Non, elle est tombée amoureuse du garçon, pas de la politique. Oui, d'accord. Enfin, du monsieur. Vous vous appelez de temps en temps, vous dites, parfois, vers 10h du soir, avant qu'elle se couche. Elle se couche à 10h du soir? Elle se couche tôt, elle se lève tôt. Ah ouais? C'est un peu sa nature depuis toujours, mais depuis qu'elle est première dame, c'est pire. Et qu'est-ce qu'il fait, Pépère, alors? Il se couche pas à 10h, lui, il va pas se coucher à 10h. Même en vacances. Ça va être sympa, la vie, dis donc. Bon. Il se lève tôt aussi. Bon, alors, Louis, on arrête avec les vannes sur Carla. On parle du disque. On passe à votre nouvel album, Grizzly. Ça, c'est vraiment moi. Carla l'a aimé? Je sais pas. J'ai pas de nouvelles depuis. Ah non, sérieux? Non, vraiment, je sais pas si elle a entendu ou pas. C'est bizarre, quand même. Oh, il est sorti il y a 15 jours. Elle est vexée, peut-être que vous n'avez pas voulu produire l'album, non? Non, j'espère que non. Bah, j'espère, si Carla... Non. Alors, bon, on vous parle beaucoup de Carla Bruni, mais en même temps, moi, si j'avais couché avec Bernadette Chirac, vous m'en parlerez aussi. J'ai couché avec Bernadette. Ah, il est fort, ce Bertignac. Oui, c'est vrai, vous êtes célibataire, là. Ouais. Attention, les filles, là. Vous avez, c'est le printemps, en plus, Bien, alors, Grizzly, parce que vous êtes du genre à hiberner, passez beaucoup de temps dans votre studio, c'est un peu votre tanière, quoi. C'est étonnant, mais je me sens bien tout seul aussi. Je peux passer beaucoup de temps sans parler à personne. Fumant des pétards. Non, en plus, je me suis calmé. Ah ouais? Ouais. Enfin, ça ne veut pas dire que je vais jamais reprendre, mais c'est vrai, j'aime bien le... C'est une question de volonté, vous verrez. De reprendre? Mais oui. J'y arriverai. Il faut tenir, oui, bien sûr. Ouais. Alors, ça, c'est vraiment moi. Ça s'appelle comme ça aussi. Ça s'appelle comme ça. Parce que vous avez laissé parler votre guitare à coups de riffs et de solos. Oui, c'est-à-dire qu'on m'a loué en studio pendant 24 heures et il fallait que je fasse tout l'album en 24 heures. Ah ouais. Donc j'étais un peu dans l'état d'urgence que je connais sur la scène. Ouais. Je suis beaucoup plus déchaîné ça s'entend, qu'un petit moment. Ouais. Vous dites qu'il a fallu que les disques arrêtent de se vendre pour que je me fasse plaisir. Pendant longtemps, on a encore couru après les ventes de disques, c'est-à-dire après les passages radio, c'est-à-dire il fallait un peu que ça soit formaté. Alors moi j'aime bien faire du rock, mais il fallait pas que ça soit trop rock, pas trop méchant, sinon ça passait pas en radio. Et je vendais pas de disques. Bon, aujourd'hui ça passe pas en radio. Je vends peu de disques, c'est normal, personne n'en vend. Oui, c'est vrai, vous passez plus à la radio, mais vous allez passer à la télé. On va regarder à quoi ça ressemble.
Rastignac, 22 mètres carrés, extrait de Grizzly, son nouvel album. Alors, on n'a pas parlé de la reformation de téléphone, comme vous voyez. Moi, j'ai un conseil, hein, faites-le tant que vous êtes encore vivant. Ouais. Parce que les Beatles, c'est très compliqué. Ouais. Donc voilà. J'aurais beaucoup de mal à refaire les Beatles. Non, ça s'est un peu emballé à un moment quand vous aviez rencontré Jean-Louis, tout le monde en a parlé, puis ça vous a... Ouais. Non, c'est vrai que ça nous a un peu fait reculer. Ouais. On n'était déjà pas très avancés, mais on a pu voir en première page que le Stade de France était loué pour nous. Ça nous a fait un peu bizarre. Marc, en même temps, ça fait plaisir. Vous dites on va se reformer, le lendemain on dit le Stade de France est réservé. C'est quand même énorme. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a toujours ce genre de carte dans la poche. Comme au poker, on dit, bon, si vraiment on est perdu, on pourra toujours la sortir. Mais enfin, bon, comme vous faites tous les deux des albums qui sont bien et qui marchent, c'est vrai qu'on soit perdu. Alors voilà, on passe maintenant à ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Razi Hamadi, secrétaire national du Parti socialiste chargé des services publics, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Jusqu'à présent, le meilleur argument du PS pour 2012, c'était Nicolas Sarkozy. Je ne vous décevrai pas. Normal, vu que 7 Français sur 10 ne veulent plus de lui à l'Élysée, n'importe quel socialiste devrait pouvoir le battre. Mais justement, le nouveau programme socialiste a un avantage, tous les candidats à la primaire peuvent s'y reconnaître. Donner la priorité à la jeunesse, c'est le dada de François Hollande. Sortir les emplois jeunes de la naphtaline, ça fait plaisir à Martine Aubry. Embaucher des centaines de magistrats et de policiers, c'est ce qu'avait promis Ségolène en 2007. Et pour calmer les derniers socialistes de gauche, on a même prévu de limiter le salaire des patrons. Mais attention, le favori de la primaire, ça reste DSK. Or, le directeur du FMI n'a jamais dit de mal du capitalisme. Si DSK avait été élu en 81, au lieu de perdre 2 ans à vouloir changer la vie, on serait passé directement au stade de la rigueur. Le PS a donc proposé un programme rigoureux. En 2007, Ségolène voulait dépenser 35 milliards pour une France plus juste. En 2012, la France plus juste devra se contenter de 25 milliards. C'est ça la gauche sérieuse et responsable. Tout est chiffré. Les socialistes ont même précisé que pour financer ces dépenses, ils comptent sur une croissance de 2,5% par an. Ah oui, mais là, ils auraient dû consulter DSK. Car pour 2012, le FMI ne prévoit que 1,8% de croissance. C'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grave. Bravo. Alors, Razi Hamadi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti socialiste chargé des services publics. Bienvenue parmi nous. Alors, ça y est, le PS a un programme. Alléluia. Alors, on va prendre toutes les mesures et on va voir finalement ce que ça vaut. Alors, première mesure, plafonner les salaires des patrons des entreprises à participation publique. Le plus haut salaire ne peut pas être supérieur à 20 fois le plus bas. Voilà, si le plus bas est de 1 000 €, le patron, celui qui est tout en haut, il ne peut pas gagner plus de 20 000. Donc, c'est l'État qui met de l'argent dans ces sociétés-là. C'est l'impôt des Français. Et on ne voit pas pourquoi, aujourd'hui, l'impôt des Français financerait des salaires de footballeurs pour... Carlos Ghosn, par exemple, vous n'allez pas, le nourrir avec 20 000 € par mois. Il va falloir prendre des décisions. Vous savez, alors on me dit c'est pas possible, c'est difficile. Mais vous savez, quand on a fait un chèque de plusieurs milliards à Renault, si on l'avait conditionné au plafonnement du salaire de son patron, je pense qu'ils auraient trouvé les solutions. Oui, mais l'État, il est de retour. Carlos Ghosn, il va aller chez Chrysler. Et il ira chez Chrysler. Vous allez me dire Renault va tomber. Ah, il va tomber. Parce que tous les grands cadors dont on nous a expliqué que c'était les meilleurs du monde, c'est pas ceux qui, à la tête des banques, qui étaient irremplaçables, nous ont amenés dans le désastre qu'on a connu. C'est possible de payer un patron de Renault 20 000 €? Je voudrais lui poser une question. Combien de patrons seront concernés? Pas beaucoup. 3 ou 4. Donc c'est vraiment de la mesure paillette. On dit, regardez, on va être très, très dur. Il ressemble à Manu Payette, d'ailleurs. C'est exactement ça. C'est pas mal, ça. Bien trouvé, ça. C'est le truc, vraiment. Je comprends intellectuellement l'idée. J'imagine que ça fait plaisir à ceux qui vont entendre ça de se dire qu'on va avoir un ratio de 1 à 20 pour le salaire des entreprises publiques. Ça va concerner 3 ou 4 patrons. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a qu'une seule personne qui reçoit un chèque du fisc de 30 millions d'euros, c'est Madame Bettencourt. Et combien elle paye d'impôts? C'est pas grave. Et combien elle paye d'impôts? Mais arrêtez. 400 millions d'euros. Oui, mais en même temps, je pense que l'État français lui a permis aussi je dis pas le contraire, je dis simplement s'enrichir. que quand quelqu'un gagne 800 Elle a millions permis d'euros d'enrichir autre chose que et qu'elle l'État paye français, 400 millions d'euros d'impôts, c'est un ratio qui peut paraître assez raisonnable. Oui, étendons quand même le raisonnement à l'ensemble des Français. Aujourd'hui, les plus riches paient en moyenne quelque chose comme un peu moins de 25% d'impôts. La moyenne aujourd'hui du poids de l'impôt pour les Français, il est de 47%. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où
plus vous gagnez de l'argent et moins vous en payez. Oui. Eh bien, une des ressources pour lesquelles nous financerons le projet des socialistes, c'est notamment de faire payer ceux qui gagnent plus. Alors, on continue. Fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG. Alors, donc, très bien. Enfin, tout le monde a toujours payé des impôts, ça va rien changer, ça, si? Si, ça va changer quelque chose de fondamental. Ah ouais. L'idée, c'est de fusionner la CSG, l'impôt sur le revenu, d'avoir un prélèvement à la source, c'est-à-dire comme en Allemagne, Ouais. c'est-à-dire qu'on, voilà, c'est avant que vous receviez votre salaire, entre guillemets, et puis ensuite de rajouter 1-2 tranches d'impôt pour faire en sorte que l'impôt soit plus proportionnel, plus progressif, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que les plus riches, oui, nous l'assumons, paieront plus, mais que 90% des Français paieront ou moins ou la même chose. Ça veut dire, Razi, qu'il y aura des gens qui payeront plus de 50% d'impôts. Bien sûr. Combien? Aujourd'hui, ça concerne entre 10 et 13% de la population selon nos prévisions. Et ça concerne surtout les 70 milliards pour lesquels nous, on considère qu'il faut reprendre 50 milliards, qui représentent l'ensemble des cadeaux fiscaux depuis 2002, qui vont financer le programme. Sincèrement, ce n'est pas la proposition du PS que je critiquerai le plus. D'accord. Elle n'est pas inintéressante, à mon avis, ça se travaille. C'est très compliqué à faire, mais ça se travaille. Et c'est pas celle que je critiquerai le plus. Louis, vous êtes d'accord? J'y comprends pas grand-chose. La CSG, je sais pas ce que c'est. La CSG, c'est un truc de rocard. Ouais. D'accord. Début des années 90, D'accord. voilà, pour financer, Financer la Sécu. Voilà. la Sécu, les fonds sociaux, etc. Ce qui est clair, c'est que il faut que les très pauvres soient beaucoup moins pauvres, il faut que les très très riches soient beaucoup moins riches. Ça vous intéresse tout ça, Hubert? Vous êtes d'accord? Vous êtes plutôt du côté des socialos, vous? Je trouve qu'il y a des éléments positifs des deux côtés. Vous n'êtes pas québécois, vous êtes normand, non? Ah, voilà. Alors, supprimer les niches fiscales. Alors, c'est vrai qu'il y a 70 milliards d'euros de niches fiscales qui ont été créées par la droite depuis 2002. Par exemple, la TVA sur la restauration. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont passé la TVA à 5,5 et ça coûte toujours aussi cher, le café. Hein. Personne n'a vu la différence. Hein. Le projet de la droite en 2002 et en 2007 surtout, c'était un projet fiscal, le bouclier fiscal, c'est-à-dire tout le reste était paillettes. L'essentiel, c'était un projet fiscal. D'ailleurs, on est allé les remercier le soir même au Fouquet's parce qu'ils avaient compris ce qu'ils devaient comprendre. Donc nous, oui, on assume cette part de projet fiscal. On a fait des cadeaux. Un cadeau, c'est-à-dire on vous donne quelque chose et vous ne donnez rien en échange et c'est 70 gratuit. milliards d'euros de niche fiscale, quand même. Hein. Oui, mais ces 70 milliards-là, Oui. on ne les a pas donnés, on n'a pas fait fonctionner la planche à billets. C'est-à-dire qu'on a supprimé des postes de professeurs, on a supprimé des postes de policiers, on a fermé des hôpitaux pour financer ces 70 milliards-là. Pour quel effet? Pour nous dire, il ne faut pas qu'ils se barrent. Il ne faut pas qu'ils se barrent à l'étranger. Et en plus, on continue à se barrer, d'ailleurs. Oui. Non, mais de grâce, là, sincèrement, il connaît trop le système économique pour oser dire un truc pareil. Ouais. Il nous parle de 70 milliards. Ouais. Le bouclier fiscal, qui est son exemple, ça coûte combien? 500 millions. Mais ça n'est pas Donc, que le il est bouclier en train de dire, fiscal. voilà, c'est le bouclier fiscal, ça vaut 500 Non, millions non, non, d'euros. du tout. Et il nous parle de Il 70 n'y a pas que le bouclier fiscal, d'ailleurs. Par exemple, sur l'héritage et les baisses de prélèvements qui ont eu lieu depuis 2002, nous, on l'assume, on préfère que la richesse se mérite plutôt qu'elle s'hérite. Mais ce que j'aimerais avoir, c'est la liste de ce qu'ils suppriment. Ouais. Aujourd'hui, Parce qu'aujourd'hui, ils nous disent, grosso modo, il y a 70, on en prend 50. Ouais. Mais pour fâcher personne, ils disent pas où ils prennent. mais nous, notre projet, il est sur Internet. Son financement, il est sur Internet. C'est clair et c'est transparent. Très bien. Voilà. En tout cas, il y a au moins une chose, Ouais. avec ces 50 milliards d'économies, Ouais. enfin d'économies, de dépenses nouvelles qu'il propose, c'est qu'on est sûr d'avoir le retour de Dominique Strauss-Kahn. Ouais. Soit il sera candidat du PS, il fera à ce moment-là nos programmes, soit l'État sera dans un tel État qu'il viendra au titre du FMI pour sauver la France. Voilà. Au moins, ils sont sûrs de le voir revenir. Ah, ils sont prêts à l'UMP. Hein. Ouais. Alors, les emplois jeunes, voilà, bon, bah, ça, c'est un vieux truc qui revient, quoi. Hein. Enfin, c'est un vieux truc, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Ouais. Je vous donne 2 chiffres. On avait créé 350 000 emplois jeunes. Ouais. 67% de ces 350 000 emplois jeunes ont été embauchés à la fin de leur contrat par le même employeur. Et 87% d'entre eux ont trouvé un boulot dans l'année et demie qui suivait. Oui, il y en aura. Il y en aura 300 000 et pas dans n'importe quel domaine. Dans le domaine de l'environnement, de l'écologie, de l'économie verte, parce qu'on considère que c'est là qu'il faut investir, et aussi en direction des quartiers les plus défavorisés. Pourquoi vous l'avez supprimé? Pour moi, celui qui crée l'emploi, c'est l'entreprise, Ouais. c'est pas l'État. Ah oui, d'accord. Même si l'État, effectivement, Ouais. doit embaucher un certain nombre de fonctionnaires, c'est normal. Premier élément. Deuxième élément, surtout, Razia Mehdi nous dit que ça a marché. J'en suis pas intimement convaincu. Une seule chose, le PS, quand ils ont fait cette mesure-là, n'avait même pas prévu l'indemnité chômage pour ceux des emplois jeunes qui allaient se retrouver au chômage. Ouais. C'est nous qui avons dû payer les pots cassés en 2002 sur le sujet. Ça n'a pas marché. C'est vraiment, alors là, dans la mesure formelle, c'est vraiment le truc qui est ressorti du congélo, qu'on nous réhabille, parce qu'effectivement, là encore,
C'est le truc qui fait plaisir. Leur programme, c'est le programme plaisir. On va raser gratis, tout le monde sera heureux, tout le monde a un sourire parce que c'est des belles mesures qui font plaisir aux gens. Sauf Carlos Ghosn. Non, lui, il est moins content, c'est sûr. Alors, on continue. Les fonctionnaires. Donc, vous arrêtez de ne plus remplacer un fonctionnaire sur 2. On fait un audit de la RGPP pour savoir à quoi ça a servi au final. Parce qu'on sait que ça a coûté 200 millions d'euros en cabinet de conseil privé pour expliquer aux citoyens français en quoi il était utile qu'on leur supprime leur hôpital ou leur enseignant. Deuxième chose, on est, oui, sur de l'embauche claire et chiffrée, notamment dans le domaine de la santé, de la police, magistrats, redéploiement, mobilité, recrutement, formation. La fonction publique aujourd'hui dans notre pays, c'est quand même quelque chose d'important. Les hauts fonctionnaires, comme tous les fonctionnaires, se sentent humiliés. Il y a la nécessité de retrouver cette fierté. Fonctionnaire, c'est pas n'importe quel boulot. C'est quand même la représentation de la République au quotidien. 10 000 fonctionnaires supplémentaires. Moi, je suis contre. Et là, vous êtes contre 10 000 gendarmes en plus? Je suis farouchement contre. La seule idée qui consiste à dire qu'il faut réaugmenter le nombre de fonctionnaires en France, je la trouve ahurissante. Et je suis surpris que quelqu'un qui est relativement jeune, comme Razia Hamadi, qui doit quand même forcément penser aux 30 ans qui viennent, et à ceux qui paieront. Parce que ces emplois-là, on va les payer comment? Avec de la dette, avec du déficit. C'est-à-dire que ce sont les jeunes qui sont derrière nous, mais non, qui paieront les impôts qu'on va vous reprendre, qui paieront dans 30 ans ces emplois de fonctionnaires qu'on va embaucher aujourd'hui. C'est pas ça la solution. Ce que vous dites, vous, c'est que c'est pas la peine d'en prendre plus, il faut que ceux qui sont là travaillent plus, j'imagine. Non, c'est pas ça, parce que sincèrement, non. Là, je suis contre les applaudissements. Parce que c'est facile de dire que les fonctionnaires travaillent pas, ils foutent rien, c'est faux. Moi, je suis pas fonctionnaire, mais je travaille tous les jours avec des fonctionnaires, sur le terrain ou à Paris. Et sincèrement, ils bossent. Moi, j'ai pas envie de taper sur les fonctionnaires, ils font un vrai beau boulot. Simplement, je considère que nous n'avons plus les moyens de payer les 5 millions de fonctionnaires qu'il y a en France. Bien. Mais non, mais je pense qu'on peut pas aborder la chose de cette façon-là. Enfin, je veux dire, moi, je le vois oui, enfin, vous pensez aux générations futures, ça dépend lesquelles. Dans ma ville, à Montreuil, ou dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis, les commissariats, les postes dans les hôpitaux, on les enlève dans les quartiers où on galère le plus. Par contre, rue de Rivoli, vous inquiétez pas, là, la fonction publique, elle est présente. Bien. La retraite à 60 ans. Donc, vous revenez à la retraite à 60 ans. Ouais, on s'y était engagé. Tout ce bordel, ça ne servira à rien, on revient. On s'y était engagé. Écoutez, à un moment, faire des choix. Enfin, nous, on s'est engagé contre cette réforme-là. On considère que le droit à la retraite à 60 ans, c'est pas volé, notamment pour les métiers les plus pénibles. Voilà, c'est un engagement, c'est un choix de société et on l'assume et on en est fiers. La retraite à 60 ans. Dans 3 ans, quelle horreur. Alors, les logements sociaux, donc vous voulez qu'ils passent à 25%. Les gens n'arrivent pas à 20% de logements sociaux dans une ville. Déjà 25% certes, mais en plus appliquer la loi. Oui, parce qu'à Neuilly, c'est pas appliqué. Non, non. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où, d'ailleurs, des élus préfèrent payer les amendes plutôt que... C'est comme les indulgences. Voilà. Et il y a même une ville dans les Alpes-Maritimes où ils ont fait un vote citoyen organisé par le maire, une ville de droite. Il a dit, est-ce que vous préférez payer un peu plus d'impôts pour payer l'amende ou que je vous fasse des HLM? Non, enfin, toute la journée, on a un président de la République, un monsieur Guéant, qui explique qu'il faut respecter la loi, respecter la loi, respecter la loi. Mais leurs élus, à eux, sur le terrain, ne respectent pas la loi. Leur projet, c'est de dire on va faire 150 000 logements sociaux par an. Ça tombe bien, on en fait 130 000, ça fera un tout petit effort à faire, on en fait 130 000. Donc arrêtons de dire que la loi n'est pas appliquée, c'est faux. Alors on continue, donc sur le plan de la famille, mariage homosexuel, pas de problème. C'est une vieille revendication. Je serais plus ouvert probablement sur ce sujet-là que d'autres personnes. D'accord. L'homoparentalité. Assumé. Pas de problème. Bien sûr. Très bien. Bon, alors, le problème, c'est que ce programme, c'est très technique, c'est très précis, c'est très chiffré. Ça manque un peu de supplément d'âme, quoi. Ça manque d'une formule, comme changer la vie, comme... Pour le moment, c'est le changement, et il y a le projet, il y aura le programme, c'est-à-dire la mise en musique du projet. Par le candidat, parce que pour le moment, il y a un programme, mais le candidat pourra... Martine Aubry l'a rappelé, ce projet, c'est celui de tous les socialistes, et ça sera le cadre. Vous savez, on ne peut pas vouloir le soutien des socialistes, leur sueur, leurs jambes, leurs bras pour aller distribuer des tracts, mais ne pas vouloir de leur projet. Oui, Jean-Luc Mélenchon a dit « ni socialiste, ni réaliste, mais FMI compatible ». Écoutez, évidemment, les écologistes vont considérer qu'il n'est pas assez vert. Ceux qui sont à notre gauche vont considérer qu'il n'est pas assez de gauche. Moi, je considère qu'il est socialiste et je suis fier qu'il le soit.
Voilà. Nous, on a voulu répondre à des situations concrètes avec un espoir, proposer des solutions réalistes, la tête dans les étoiles parce qu'on est socialiste, mais les pieds sur terre parce qu'on compte véritablement changer la vie des gens. Ça lui fait plaisir à Hubert, la tête dans les étoiles. Voilà, très bien. C'est bien, vous voyez, c'est attentionné, ça. Absolument. Alors, ça vous donne envie quand même? C'est pas mal, non? Ils se sont donné du mal, ils ont fait leur programme et tout. Bah, oui, moi, comme je vous dis, je trouve cette discussion très intéressante parce qu'on sent que c'est pas la langue de bois, ce qui est assez rare quand il y a des discussions politiques. Donc, on a vraiment des propos intéressants et sincères. Razi, merci d'avoir été avec nous. Louis, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie d'Hubert Reeves, Benoît Apparu. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Philippe Vigan, bonsoir, accompagné de son épouse, Stéphane Vigan, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Alors, Philippe Vigan, vous êtes atteint du locked-in syndrome, ou le syndrome d'enfermement, une affection neurologique rare qui se manifeste par une paralysie de tous les muscles du corps, sauf les paupières. Vous êtes conscient, vos capacités intellectuelles sont intactes, mais vous êtes incapable de bouger ou de vous exprimer. Vous êtes emmuré vivant. Philippe, cette histoire, vous la racontez dans un livre témoignage intitulé « Légumes verts », publié chez Anne Carrière. On en reparle à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous, Stéphane, pour la semaine de Guillon. Vous l'avez lu, Thierry? Oui. Zadig et Voltaire. Ah, c'est mon livre de chevet préféré. Je l'adore, vraiment. C'est très bien écrit, oui, très bien écrit. Ouais. Je vous le prêterai, si vous voulez. Volontiers. J'y tiens énormément. Nouvelle provocation de Claude Guéant. Selon lui, l'accroissement du nombre de musulmans pose problème. Faut qu'il arrête, Guéant. C'est de la contrefaçon, ce qu'il fait. Le Pen, c'est une marque déposée, un savoir-faire ancestral. Jean-Marie, il a été formé par Pierre Poujade. À 15 ans, il vendait des journaux d'extrême droite. À 27 ans, il traitait Sartre, Camus et Mauriac de pédérastes. Il a torturé en Algérie. Plus de 15 condamnations pour racisme, violence, apologie de crimes de guerre. Le Pen, c'est 83 ans de pratique de la haine de l'autre. Du bel ouvrage, une maîtrise, du cousu humain. Ça ne s'improvise pas. Si Guéant admire cette grande maison, il s'inscrit, il prend sa carte et il monte les échelons. Il est doué, très doué. Et des gens comme lui, au FN, ils en cherchent. En 2006, Marine Le Pen a posé en photo en compagnie de 2 néo-nazis lyonnais. Pour sa défense, Madame Le Pen répond qu'en 3-4 ans, elle a été prise en photo 10 000 fois. Ben moi aussi. Depuis 3-4 ans, j'ai posé avec des nazis, des serial killers, des violeurs récidivistes, des narcotrafiquants. Quand t'es connu, tu fais des photos, c'est normal. Vous aussi, Thierry, non? Toute la journée. Toute la journée, bien sûr, évidemment. En Autriche, un pâtissier a confectionné des gâteaux ornés d'une croix gammée. C'est stupide. L'anniversaire de Jean-Marie, c'est le 20 juin. Faire une commande si tôt, ça va pas être frais. Jean-François Copé a ironisé sur la candidature de Christine Boutin à la présidentielle en la qualifiant d'événement mondial. Et Copé, candidat depuis 5 ans à la présidentielle de 2017, c'est quoi? Un événement interplanétaire? Toujours du plaisir n'est pas du plaisir. Ah, c'est beau, hein? C'est Zadig aussi, ouais. Il est bon, Zadig. Ouais, hein? Je vous le prêterai. Ouais. L'épave du Rio-Paris a été retrouvée à l'intérieur de la carlingue. Des corps sont encore attachés au siège. Putain, 2 ans assis dans un avion d'Air France, ça doit faire un paquet de miles. Si les proches des victimes pouvaient en profiter, ce serait sympa. Je me dégoûte un peu quand même. Non, bon. Le chinois Ailleurs présente le premier téléviseur sans fil. C'est rien, les Japonais font beaucoup plus fort. En ce moment, à Fukushima, il y a des téléviseurs sans fil, sans télécommande et sans écran. Il n'y a rien.
Un écolier de 9 ans a ingurgité sans le savoir une barrette de shit. Celle-ci se trouvait dans une trousse par terre. L'enfant a pensé que c'était une barre de céréales. Faut plus qu'il aille dans les écoles de la rue. Il laisse traîner sa trousse. Chirac ne souffre pas de la maladie d'Alzheimer. Cette semaine, alors qu'il visitait en avant-première une exposition au Quai Branly, le président est repassé 20 fois devant la même statue. Ouh là là, a-t-il dit, qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu une chose pareille. En visite en Tunisie, Frédéric Mitterrand a déclaré « Ce qui est en train de se passer dans ce pays est remarquable. » Bonsoir. Que penser de ce ministre de la Culture, grand ami de Ben Ali, qui en pleine révolution, alors que la police tire à balles réelles sur le peuple tunisien, déclare sur la chaîne Canal+, dire que la Tunisie est une dictature univoque me paraît tout à fait exagéré. Que penser de ce même ministre naturalisé tunisien par son ami Ben Ali, qui, une fois la révolution terminée, déclare au peuple « Ce que vous avez fait est remarquable ». Peut-être faut-il conseiller à ce ministre d'écouter l'opportuniste de l'immense Jacques Dutronc. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi, je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. À la prochaine révolution, je baisse mon pantalon. Bonsoir. Voilà, c'était Stéphane Guillon. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. D'ici là, sur canalplus.fr et sur scène. On passe maintenant à notre invité du samedi 24. Stéphane et Philippe Vigan, rebonsoir. Philippe, vous êtes né le 6 mai 1957 à Boulogne. Vous êtes ce qu'il convient d'appeler un fils de bonne famille, père marchand de biens, passionné par la chasse à courre et la sylviculture. En seconde, vos parents vous envoient en pension dans la fameuse école des Roches, dans l'Eure. C'est là que vous passez un bac scientifique, que vous repasserez pour obtenir une mention bien. Vous intégrez l'ISG, l'Institut supérieur de gestion. Et en 1981, le soir de Noël, vous rencontrez Stéphane. Vous avez 25 ans, elle a 20 ans. C'est le coup de foudre. 9 mois plus tard, vous vous mariez, voilà. Alors, Philippe, vous êtes d'abord embauché par Matra, avant de devenir contrôleur de gestion chez Hachette Philippe Aki. Mais le week-end, c'est toujours chasse à courre et golf. Vous êtes parmi les 100 meilleurs joueurs de golf français. Stéphane, chef de pub dans une agence de communication. Vous avez 2 filles. Tout va bien. Et là, en 1990, le 4 juillet au matin, vous traversez Neuilly pour vous rendre à votre bureau quand vous entendez une gigantesque explosion. Le problème, c'est que vous êtes le seul à l'avoir entendu. À ce moment-là, vous pensez à quoi? J. A. G. T. Tout de suite. Su. Que c'était grave. Il a tout de suite su que c'était grave. Ensuite, vous vous traînez jusqu'à un café où on appelle le SAMU. Et vous, Stéphane, donc, vous retrouvez Philippe aux urgences. À ce moment-là, il peut encore parler. Oui, il parlait très très mal, mais il m'a tout de suite dit, effectivement, c'est très grave. Et fait quelque chose, sauf que il n'y avait pas grand-chose à faire. Il était entre les mains de spécialistes et voilà quoi. Le scanner ne révèle rien d'anormal. Et puis pendant la nuit, les choses se compliquent. Vers 2 heures, Philippe tente de se lever, mais là, vous découvrez que vous ne tenez pas sur vos jambes. Oui. À 6 heures du matin, vous ne répondez plus aux questions et vous sombrez dans le coma. Et là, les médecins sont incapables de dire ce qui s'est passé. Ils vous disent c'est un accident vasculaire, mais c'est tout. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'était il y a 20 ans. Les choses ont vraiment évolué depuis. Je pense que la prise en charge aurait pu est différente aujourd'hui, précisément. Alors, après 2 mois de coma, vous renaissez. Et là, vous ne ressentez rien d'anormal.
C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que même vous flashez sur une belle kiné. Hein. Les yeux marchent bien. Hein. Ah ouais. Puis le sourire, là aussi. Oui. Quand vous vous réveillez du coma, vous êtes dans un sentiment d'apesanteur. A, B, E, I. Bizarrement. C. C'était. L. E. C. C'était le contraire. Il avait peur de tomber du lit. Ah oui. Sans arrêt. Ouais. Alors, vu de l'extérieur, c'est autre chose, hein, parce que votre mari a le visage amaigri, déformé, asymétrique. Surtout immobile. Il y avait vraiment que les yeux qui clignaient et tout le temps pour tout. Ouais. Donc, et puis, il a une trachéotomie. en plus, oui. Donc, de toute façon, je n'ai pas réalisé tout de suite que le fait qu'il ne reparlerait pas serait définitif. Ouais. Une trachéo, on ne peut pas parler. Ouais. À ce moment-là, donc, Philippe, au moment où vous vous réveillez de ce coma, vous réalisez que vous avez toute votre tête, vos sensations, mais vous êtes emmuré vivant. Le lock-in syndrome. On ne prononçait pas à l'époque. Hein. Ouais. C'était tellement rare que... Donc c'est là que vous mettez au point un premier code. Oui, c'est un clignement de paupières. Non, c'est 2 clignements de paupières. C'est un début comme ça. C'est comme si on rencontre des extraterrestres, quoi. On met au point un système extrêmement primitif de communication. Un jour, un médecin vous pose une question et vous dit « Combien font 2 et 2 ?» Vous répondez quoi? P. A. S. T. R. Pas 3. Il fait des vannes. Alors là, effectivement, vous dites, Philippe, la prison semblait s'ouvrir un peu. Voilà. Et finalement, grâce à une amie à vous, vous allez pouvoir vous exprimer presque librement, disons. L'idée, c'est de classer les lettres en 2 tableaux, un tableau de consonnes, un tableau de voyelles, et puis vous clignez des yeux pour montrer la colonne et la ligne. Voilà. Déjà un gros progrès. C'est toujours celui qu'il utilise aujourd'hui. Hein. Voilà, ouais. C'est comme un jeu de toucher-coller. Ouais. A2. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Il indique d'abord la colonne, puis la ligne, et donc on avance, comme vous venez de le voir, lettre par lettre. Et donc, votre première phrase, après 2 mois de silence, c'est « j'ai mal aux pieds ». Et vous, en fait, vous dites qu'il a dit « je t'aime ». Alors, c'est quoi la vraie? Eh bien, on reste sur nos positions. Ah, d'accord. Et là, alors, ce qui est extraordinaire dans votre histoire à tous les deux, c'est que là, vous faites un enfant. Quand on vous demande comment on fait un enfant avec le lock-in syndrome, vous répondez « n'en déplaise aux mauvaises langues, on fait comme tout le monde un soir d'amour ». Tout est dit. Ouais. Ce qu'il faut dire, en fait, c'est que les sensations de Philippe sont intactes, en fait, et même les zones érogènes, évidemment, par la même occasion. Mais vous avez ressenti de la suspicion et de la réprobation autour de vous à ce moment-là. C'est impensable pour les gens. Ouais. Philippe ne bouge pas, donc il ne sent pas, donc il n'entend pas, donc il ne... Enfin, c'est comme si c'était un légume. Ouais. Voilà. Alors ensuite, Matra met au point un ordinateur sur lequel il suffit de fixer une lettre pendant une demi-seconde pour la taper. Et là, effectivement, ça devient magique, quoi, parce que Philippe peut écrire. Voilà. C'est un ordinateur qui fonctionne. Il y a une petite caméra qui filme son œil et il balade l'un de ses yeux sur l'écran, sur lequel il y a un écran virtuel. Et les lettres s'écrivent. Enfin, ouais. C'est comme un doigt. Ouais. C'est l'œil qui fait doigt. Ouais. Alors, après un séjour à Garches en rééducation, un autre séjour à Kerpap en Bretagne, Philippe, vous revenez chez vous et là, vous réalisez en fait que vous gênez un peu. C'est-à-dire que vous êtes extrêmement exigeant parce que vous venez de l'hôpital où tout le monde était à votre service toute la journée et vous vous rendez compte qu'il faut vous faire un peu oublier. C'est quand même énorme dans votre cas, non? C'est un comble. Vous avez souffert de ça? J. J. J-A. R.
R. J'arrive. A. S. Assez bien. A. Me. Faire oublier? Oui. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est sûr qu'il arrive à se faire quand oublier. il a quelque chose à dire, tout le monde le sait. Hein. Mais vous vous engueulez des fois? Oui, on est normaux. Hein. Ah oui, oui. Il n'y a pas de problème. Il y a des engueulades. Oui. Ça prend du temps, l'engueulade, là, quand même. C'est ça le problème de l'engueulade, c'est qu'il faut que je traduise le mal l'engueulade. Oui. C'est pas sympa, ça. Oui, c'est pas sympa. Alors voilà, donc vous faites un petit peu oublier quand vous rentrez chez vous. Et là, le problème, c'est de redevenir un père de famille. Alors l'avantage, c'est que quand les enfants vous disent qu'est-ce que je fais, vous demandent une permission, vous dites demande à papa, parce que lui, c'est écrit. Donc une fois que c'est écrit, c'est incontournable. Hein. Ouais. Et puis, comme ils ne veulent pas le traduire parce que c'est fatigant, ouais. C'est oui ou c'est non. Ah oui. Donc il n'y a pas de discussion. Ça évite les discussions. Ouais. C'est comme ça. Donc en fait là, voilà, Philippe, vous redevenez le père de famille, quoi. Tu veux dire un truc? Vas-y. L. E. Problème? C'est. Que. C'est. C'est. D. E. C'est. Que c'est décalé. Oui, le problème, c'est que le temps de réponse n'est pas immédiat. Donc, quelquefois, ça tombe un peu à plat. Ah oui. Alors, soit ça a plus de force, soit ça en perd un peu. Oui. Alors, vos deux filles réagissent différemment. Capucine dit « je veux changer de famille ». Elle s'en va. Enfin, après, elle revient. Hein. Oui. Mais dans un premier temps, elle est partie. Et quand elle est revenue, d'ailleurs, c'était bien. Oui. L'autre, Juliette, n'est pas perturbée. Elle dit « je préfère avoir un papa handicapé qu'un papa mort ». C'est vrai. Après être devenu un bon papa, il faudra redevenir un bon mari. Alors, évidemment, on peut dire la vérité, c'est que jouer les infirmières, ça ne booste pas spécialement le désir quand on s'occupe de quelqu'un comme ça toute la journée. Mais Philippe compense par des attentions. C'est-à-dire, si vous vous engueulez, il vous offre un bouquet de fleurs, par exemple. Oui, pas seulement après une engueulade. Ah oui, c'est bien, alors. C'est mieux que les autres. Oui, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Il vous a offert une bague aussi. Entre autres. Entre autres. Oui, oui. Il me gâte. Il fait beaucoup d'efforts pour faire des surprises, souvent. Oui. Ce que les hommes ne font pas toujours. Oui. Je remarque sur les autres. Bon, alors je prends ce qui est à prendre. Ça a développé sa créativité, clairement, pour me garder. En tous les cas, je trouve qu'il est très malicieux, Philippe. Alors, évidemment, aujourd'hui, Philippe, vous connaissez de bons moments. Lire l'équipe, évidemment, grand moment. Assister à un concert de AC/DC, le bain chaud, mais surtout l'orange pressée le matin. Ça, c'est le grand moment. C'est. Elle. O. Lorsque. Je. F. Fait. Elle. On a compris. Le grand moment, c'est lorsqu'il fait l'amour. Est-ce que la vie comme ça vaut le coup d'être vécue? A. B. I. Bien. Bien sûr. S. I. Sinon. Je.
N n'aurait pas écrit ce livre. Ouais. C'est vrai, ce qui change tout, c'est qu'il est aimé. C'est formidable. L'amour que vous avez pour lui, c'est extraordinaire. Oui. Oui. Faites vraiment plaisir à voir. Vraiment. Voilà. C'était Salut les Terriens avec Hubert Reeves pour l'univers expliqué à mes petits-enfants aux éditions du Seuil. Benoît Apparu, secrétaire d'État au logement et à l'urbanisme. Merci. Louis Bertignac, l'album s'appelle Grizzly. Il est dans tous les bacs, en tournée dans toute la France à l'Olympia le 8 juin. Razi Hamadi, secrétaire national du PS, chargé des services publics. Stéphane et Philippe Vigan pour Légumes Verts, Chane Carrière, merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le SAV des émissions et Groland.com pour les abonnés à 20h50. Tête de Turc avec Roche Dizaine et Pascal Elbé. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sur canalplus.fr. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.